Setup Premise Punch, on parle de la critique avec Pascal Lévesque et Louis T. Setup Premise Punch, parce qu'on est encore dans les premiers épisodes, on va rappeler c'est quoi ça, Setup Premise Punch. Et pour Pascal aussi, c'est ça, qui n'est pas de l'humour, du milieu de l'humour. Setup Premise Punch, en fait, c'est les 3 éléments de la structure classique d'un gag. Dans un gag, il y a un setup, il y a une prémisse et il y a un punch. Voilà. C'est ce que j'ai appris à l'École nationale de l'humour. Trouves-tu qu'il me manque un des 3 éléments ou quoi? T'as comme dit, puis il y a un punch. C'est-tu la critique? C'est comme dire à un humoriste, toi, c'est le fun, t'as beaucoup de très bonnes prémices. T'as des bonnes idées. Oui, t'as des bonnes idées. Hey, merci, Pascal, d'être là. Ça me fait plaisir. T'es-tu demandé pourquoi t'étais invité dans un podcast de comique ou t'es à l'aise, ça va, tout est beau? Ben non, mais tout est beau. Je veux dire, ça doit faire à peu près 20 ans que je fais de la critique, spécifiquement de la critique d'humour. Je fais beaucoup de critiques télé, mais j'ai fait beaucoup de critiques d'humour. Je me suis même spécialisée, quoi qu'on en dise. J'ai souvent entendu des entrevues d'humoristes, on disait qu'il n'y avait pas de critiques spécialisées en humour. C'est drôle, moi, c'est toujours les mêmes journalistes que je vois assis dans la salle en train de prendre des notes et faire des textes, en parler à la radio ou en parler à la télé. Mais moi, j'ai fait ça pendant 20 ans. J'ai même été juge dans un concours parce que, en ma qualité de critique, on a trouvé que c'était pertinent de faire appel à une journaliste en route sur vers le mon panel. premier gala. Ouais. Pour les plus jeunes ou les plus vieux. Les très vieux ou les très jeunes qui se souviendront pas. Je m'en fais encore parler par des très jeunes. Tu fais encore parler de la chemise de Mike Baudouin? Ben, non, c'était une espèce de chandail blanc. Là. D'ailleurs, je suis comme habillée un peu en Mike Baudouin aujourd'hui. Mais les gens, j'ai parlé de toi, que j'allais t'avoir sur le podcast, je me rappelle plus avec qui je jasais, puis c'est une des premières choses qu'ils ont nommé. Mike Baudouin se rappelle encore de ça. Ouais. Ou non, il a dit, ça a lancé Mike Baudouin, ça, parce que les gens se sont rappelés de lui à cause que tu avais parlé de sa chemise, en disant qu'il aurait pu choisir quelque chose de mieux pour faire un numéro. Il y avait des commentaires un peu plus assassins dans En route vers mon premier gala qui a... parce que là, on parle de critique, c'est drôle, mais dans le nouveau concept, tu sais, ça s'appelle... Le prochain stand-up. Le prochain stand-up sont beaucoup plus gentils. Je pense que c'est plus positif qu'à l'époque, En route, il y avait une couple de commentaires qui étaient plus durs. Même ceux qu'on aurait pu s'attendre qu'ils soient un peu plus rough, mettons Louis Morissette, on aurait pu s'attendre à ce qu'il soit le Simon Cowell, tu sais. Mais moi, non. La différence entre les deux, c'est qu'ils ont les outils, finalement, pour les coacher. En fait, ils font plus office de coach que de juge. Mais ce que j'aime moins dans ce concept-là, peut-être parce que j'ai pas d'inhibition souvent dans plein de situations, mais c'est que le discours contient... le discours contient devant les participants n'est pas nécessairement le même qu'on tient lorsqu'on est en aparté, quand on s'adresse simplement aux caméras puis qu'on analyse avec perspective la performance qu'on vient d'avoir. Mais on le savait pas trop ce qu'on faisait quand on était en route vers mon premier gala. C'était la première fois qu'on avait cette formule-là ici au Québec, qui était un peu un American Idol ou un Last Comic Standing. Mais c'est vrai que les commentaires étaient plus honnête, on va dire. Des fois, presque brutalement honnête. Là. Mais le milieu était moins mature. Je trouve que c'est vraiment pas prêt pour un gala. J'ai trouvé que tu manquais de punch à tel moment. À un moment donné, je savais pas de quoi tu parlais. Puis là, je dis, tu sais, il y avait des critiques comme ça. Mais c'est ça, mais le milieu... Ça doit être rough de se faire dire ça. Mais le milieu était moins mature à l'époque, donc on était tous prêts à aller à la télé, peu importe c'était quoi les conditions. Tandis qu'aujourd'hui, en 2020-2021, les jeunes humoristes, ils vont pas aller à la télé s'ils se font planter parce qu'ils ont d'autres façons de rayonner. Fait que c'est pour ça qu'on n'a pas le choix. De se pratiquer aussi. Oui, mais on n'a pas les médias n'ont pas le choix d'être un peu plus gentils ou généreux. Ça me fait penser presque à Big Brother, le célébrité, tu sais. Cette première saison où le monde dit ils ont comme bien fait paraître tous les artistes, mais c'est parce que les artistes ils iront pas sans ça. Mais c'est un peu ça aussi le milieu de l'humour. Si les jeunes humoristes, si l'émission les met pas en valeur, ils iront pas. Tandis qu'à notre époque, en 2008-2009, faire de la télé, c'était notre seule opportunité. C'est une carte de visite, peu importe ce qui se passait. Puis on l'a vu avec Mike Baudouin, il s'est fait remarquer d'entre les autres, parce qu'il n'y avait pas nécessairement du matériel original à l'époque. Là, je l'ai vu par la suite, tu sais, il y a 2 ans, quand on pouvait regarder des spectacles en salle. Oui, il est très solide. Il y a eu une super évolution. Mais à l'époque, c'était un peu générique. Puis c'est vrai que ça lui a permis de se distinguer, que je disais, mais tu sais, tu te présentes pas vraiment
comme quelqu'un qui voudrait être repêché dans un gala juste pour rire, qui était le saint graal, finalement, de l'humour. Pour moi, ce concours-là, c'était comme d'envoyer ton CV chez un employeur. Là. Je veux dire, tu mets pas des taches de café dessus. Je veux dire, il te prendra pas. Ça va pas en entrevue non plus, en faisant pas attention à ce que tu portes. Puis... c'est ça. Puis t'es à la TV. Puis, tu sais, je veux dire, dans le fond, c'est une manière aussi de se donner des chances. Tu sais, mais ça lui a permis de se faire remarquer puis de se faire booker après. Mais toi, là, le chandail de Safia Nolin, qu'est-ce que t'en as pensé? Mais moi, je mens. Non, mais c'est parce que... Non, mais c'est ça. Non, mais c'est une époque où c'est drôle qu'on jugeait l'habillement d'un humoriste quand aujourd'hui... l'ambiance est différente un peu. Aujourd'hui, c'est plus... Il faut que tu sois authentique. Fait que, pourquoi tu serais différent sur scène de ce que tu es dans la vie? Alors Simon Leblanc va arriver en T-shirt dans un show, puis on fait comme... ça fait partie de sa couleur, ça fait partie de son personnage. Mais tu vois, j'avais fait un gag sur lui, moi, l'année où j'ai animé les Oliviers, parce que l'année d'avant, il avait gagné, genre, Révélation de l'année, puis il était en T-shirt. Ouais. Puis je m'étais moqué de lui l'année d'après. Il dit non, on va t'habiller. Parce qu'il présentait un prix, puis il était en T-shirt. Je dis non, tu ne referas pas le coup cette année, va-t'en. Mais Hugo Dumas l'avait dénoté. Je dis Hugo Dumas, je me souviens qu'il avait fait un tweet là-dessus. Il trouvait pas que c'était très poli de s'habiller comme ça dans un gala. Fait que tu sais, ça choque encore un peu la façon dont on s'habille. Il y a un choc des je pense que ça va encore choquer. Mais tu parlais des commentaires plus honnêtes, plus directs à l'époque. Moi, je trouvais que c'était plus... je trouvais ça intéressant. C'est sûr qu'il faut que la personne qui est là assume que ça se peut qu'elle se fasse dire des choses pas super agréables, mais ceux à qui ça nuit, c'est des humoristes qui n'avaient pas tant que ça de carrière devant eux non plus. Ça peut avoir fait mal à l'artiste, ça peut l'avoir un peu ralenti ou freiné dans sa progression personnelle pendant quelques mois parce qu'il peut avoir une blessure, mais il n'y a personne que ça n'a pas tué de carrière d'avoir des mauvaises critiques. Au contraire, ça les a fait s'interroger. T'sais. Moi, je me rappelle que j'étais là et j'avais le souci de la rigueur journalistique, mais je me disais, je peux pas mentir, c'est un devoir. Ouais. J'étais journaliste en début de carrière, ça allait bien mes affaires, je m'enlignais pour une permanence au Journal de Montréal. Mais tu cherchais pas à maquiller non plus tes propos pour dire je vais essayer de passer ça plus doucement. Puis... Mais non, parce que je veux dire, dans ma tête, une journaliste, c'est une personne honnête qui dit la vérité, les faits d'abord. Qui dit sa vérité? Ou la vérité? Parce mais c'est toujours subjectif. Ouais, c'est toujours... Non, franchement, quelqu'un qui dit je suis objectif, là, ça se peut pas. Là, on s'apporte tout d'un être humain. Il était objectivement mal habillé, mais sinon, il y a des... Mais tu sais, il y a des conseils qui ont gardé, par exemple, puis que ça a provoqué des réflexions. Je pense notamment à Guillaume Wagner, qui, dans son... Je me rappelle très bien du numéro où... Accessoirement, puis ça changeait rien à son récit, mais les filles étaient toutes peintes comme des niaiseuses dans son numéro. Ouais. Puis je l'ai invité à faire la réflexion que c'était quand même un peu misogyne, tu sais. Est-ce qu'il y avait vraiment besoin, est-ce que ça aidait son punch que la fille soit niaiseuse? Puis il en a fait un numéro dans son premier spectacle parce que ça l'a fait réfléchir. Je me donne pas le crédit, là. Il a dû en parler avec mais ça se peut très bien qu'à un moment donné, ça a été la bougie d'allumage. C'est vrai que quand tu fais de l'humour puis que tu veux rapporter les propos de quelqu'un, tu vas toujours dépeindre cette personne-là comme un peu niaiseuse. Fait que là, si tu parles d'une fille puis qu'à toutes tes filles parlent un petit peu de même, là, tu sais, c'est... C'est ça, c'est plate. Ouais. Mais juste, ça devient comme un tic, puis c'est le fun de le corriger. C'est une béquille, en fait. Ouais. C'est ce que je lui avais fait remarquer. Mais ce qui est difficile, c'est que souvent, les critiques, dans une certaine mesure, sont justifiées ou ont raison dans une certaine mesure. Mais pour l'orgueil de l'humoriste puis de l'humain en général, se faire corriger face à tout le monde, c'est chiant. C'est un peu ça. Il n'y a pas d'être humain qui aime ça. Non, exactement. Surtout si tu l'as fait d'une certaine façon, c'est parce que toi, dans ta tête, c'était correct. Donc, de te faire dire par quelqu'un d'autre, non, c'est pas comme ça que tu t'aurais dû faire, c'est confrontant. Ou tu as été encouragé à le faire par des esprits malveillants. Ouais, non, c'est-à-dire que tu veux pas que ta concurrence soit meilleure que toi. Fait qu'il est très bon ton gag. Oh, c'est drôle, j'ai jamais ri de même. Ah, tu penses que... Non, je pense pas. Entre humoristes, on va pas encourager un humoriste à aller dans le mauvais sens. Ouais, non, moi, je pense que c'est juste... Non, on n'est pas on n'est pas si mesquin que ça. Ouais, c'est vrai. Pour de vrai? Ben, moi, j'ai déjà vu ça. Moi, j'ai déjà vu du monde pas s'abstenir de faire des commentaires négatifs parce que moi, mettons, j'en vois des humoristes que je me dis, ça, c'est pas drôle, c'est pas bon, mais j'irai jamais dire, hey, c'est vraiment bon. À la limite, je m'abstiens d'y dire parce que dans ma tête, je me dis, c'est pas de mes affaires. Puis s'il l'a fait ailleurs puis que ça marche au bout, c'est peut-être moi qui me trompe. Mais je me donne pas le droit de dire à quelqu'un, ça, là, moi, je changerais ça. Je vois plus des humoristes dire à quelqu'un qui fait quelque chose...
de très bon, genre comme tu sais, c'est correct, Okay, genre, ou plutôt que l'inverse, plutôt que prendre quelque chose de pas bon puis faire c'est vraiment génial, va te planter d'un gala avec ça. C'est mon expérience personnelle parce que moi j'ai vu faire en coulisses bravo, c'est bon ce gag-là, puis après ça je reçois un message dans mes Facebook, dans mon Messenger privé, puis c'est mauvais, tu sais. Fait que ben t'es peut-être tombé sur quelqu'un de vraiment mesquin, mais je dis pas que la mesquinerie n'existe pas, mais pour non, moi c'est vraiment partout, pas une norme. On a plein de défauts les humoristes, mais je pense pas qu'on a celui-là personnellement. Mais c'est ça, le rapport à la critique est humain. C'est pas juste une question d'humoriste. Là. Se faire critiquer pour la même raison que si t'es autour de la table à un souper, puis qu'un ami, tu sais, ou t'es avec des amis, puis quelqu'un te fait un reproche devant tout le monde, tu vas te braquer parce que tu veux pas perdre la face devant tout le monde. Mais le même reproche dit en privé, en sortant des toilettes, dire « Hey, tu devrais faire attention », tu vas mieux l'accepter. Mais c'est pour ça que des fois, on dit « Les humoristes n'acceptent pas la critique ». Ouais, mais on est dans les rares qui se font critiquer dans le journal. Tu sais, je veux dire, monsieur, madame, tout le monde, quand ils font des erreurs, c'est pas dans le journal. Il n'y a pas de quatrième mur non plus, la plupart du temps, quand vous êtes sur la scène. Fait que c'est vous, ça vient de vos tripes. C'est des choses que vous voulez partager, que vous trouvez intéressantes, le fruit de votre réflexion des derniers mois. Dans une pièce, tu peux critiquer le décor, le jeu de l'idée de mise en scène du metteur en scène, tandis qu'en humour, il y a une seule personne qui peut être critiquée. Tous les problèmes et toutes les qualités du show, c'est une personne qui en est responsable. Puis les gens, le public va pas dire ce spectacle-là de tel humoriste est mauvais. Ils vont dire il est mauvais. T'sais, ils vont en conclure que l'humoriste est mauvais. Fait que c'est vrai que même si nous, notre œuvre et notre personnalité est très collée. C'est un couteau à double tranchant parce que la qualité de votre métier et la chance que vous avez, c'est d'être proche des gens. Vous êtes probablement parmi les artistes qui êtes le plus en contact puis en symbiose avec la foule parce qu'il y a vraiment un partage, puis il y a un échange aussi parce que les rires participent, c'est toujours en continu. La création, vous la faites sur votre papier, vous la livrez au micro, mais elle continue dans la salle parce que chaque spectacle, même si c'est le même texte, c'est jamais pareil. Fait que c'est un privilège de proximité. Mais ce privilège de proximité-là peut se transformer en tragédie quand ça fonctionne pas, quand vous faites critiquer. Puis là où c'est le pire, je pense, parce que, tu sais, pour avoir eu des retours d'humoristes que j'ai critiqués, et ça les dérangeait pas quand je m'étais trompée, quand j'avais pas mis le doigt sur la bonne chose, quand j'avais mal compris la démarche. C'est facile de pas le prendre personnel, mais quand tu mets le doigt sur quelque chose, puis que tu as découvert le bobo, puis la négligence, ou le bout qui n'a pas été travaillé, ou la copie, ou la vulnérabilité qu'on voulait cacher, ben c'est là où je pense que ça fait mal. Moi, les retours que j'ai eus, là, c'est que ça fait moins mal un critique nono que tu fais, voyons, il est bien nounoun ou il est bien nono ce critique-là, puis il a tout faux dans sa critique, même si elle est mauvaise, qu'un critique qui a mis le doigt sur c'est ça, quelque chose que tu te sens coupable mais que tu t'avouais pas, tu sais, une paresse par rapport à un texte ou un angle tu sais, en tout cas, mettre le doigt sur le bobo, ça doit être comme un peu... c'est comme aller en psychanalyse, puis tu peux parler pendant des heures sans jamais avouer les vrais gros problèmes qui font mal, mais c'est toutes des petites affaires que tu es prêt à avouer, puis une manière, le psychanalyste, il dit « Oui, mais votre père, là... » Je suis à pleurer, mais tu sais, quand le critique il met le doigt sur ton père, là, c'est comme mais pour que tu acceptes qu'un critique mette le doigt sur quelque chose, il faut que tu accordes une crédibilité à la critique. Moi, j'ai souvent trouvé et j'ai déploré que les critiques d'humour étaient parfois des gens qui, en général, n'aimaient pas vraiment l'humour. C'est arrivé souvent, oui. Et souvent, c'est des gens qui ne sont pas nécessairement spécialisés en humour, mais dans le cas d'un gala Juste pour rire, par exemple, ben les autres journalistes sont en vacances, c'est toi qui es là, c'est toi qui y vas, on s'en fout que tu connaisses ça ou que tu aimes ça. Le théâtre et l'humour, c'est pas la même chose. C'est pas parce que les deux se passent sur scène que tu peux critiquer de la même façon. C'est vrai qu'il y a eu des critiques de théâtre qui ont été des fois critiques de Juste pour rire pendant 2 semaines, mais qui n'avaient pas vu de one-man show de l'année ou qui n'avaient pas vu beaucoup de shows dans leur vie, tu sais. Bien, je pense que la chose importante à retenir là-dedans, c'est d'aimer l'humour. Je pense que c'est le critère numéro 1, parce que c'est un art qui est accessible. Je me disais, tu ne verras pas quelqu'un critiquer un opéra qui n'aime pas l'opéra. Tu comprends-tu? Moi, je connais rien en opéra, mais je serais capable de faire une critique d'opéra parce que j'irais avec les outils que j'ai, mais surtout que
j'aime ça. Ouais, Je suis ouais, abonnée à Mezzo, j'en écoute, mais je suis pas capable d'identifier les œuvres, mais j'aime ça. Puis d'aimer cet art-là te permet d'avoir un respect puis de tenir compte de ce qui se passe dans le moment. C'est pas que, tu sais, quand on fait une critique, c'est le moment présent qu'on critique. C'est pas pour les 100 prochaines dates à venir, là, tu sais. Mais l'important, c'est d'aimer. Puis quand on parle de critiques spécialisées en humour, c'est sûr que... Ça n'existe pas depuis longtemps. Moi, je t'ai invité parce que je considère que tu es quelqu'un qui a vu assez de shows d'humour. Ouais, une des premières à faire vraiment être critique d'humour. Puis, non, mais spécialisé aussi en humour. Moi, je considère aussi que... c'est ça, une des premières on peut spécialisées. aimer... Évidemment, il y a des journalistes qu'on aime. Il y a sûrement des humoristes qui t'aiment pas, comme Raphaël au Journal de Montréal. Il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'aiment pas. Mais moi, je considère que Raphaël aussi, c'est quelqu'un qui a vu vraiment beaucoup de shows d'humour et qui, à la base, il aime l'humour. Fait que s'il fait des critiques sur un show, tu peux pas dire après... Ben, il connaît rien en humour. Ah, il aime pas l'humour. Tu sais, on accorde une certaine crédibilité. Mais moi, j'ai souvent trouvé que les critiques, c'était des gens qui soit n'aimaient pas l'humour. Puis je trouvais que c'était un énorme manque de respect d'un média de dire « Hey, on va envoyer le journaliste qui est disponible. » Comme si, pour aller critiquer de l'humour, t'étais pas obligé de connaître ça tant que ça. T'as juste à rire ou pas rire, puis tu dis « C'était-tu drôle ou c'est pas drôle? » Mais je peux pas dire pour les autres formes d'art, parce que je les connais pas. Mais je sais que en humour, moi, je trouve que jamais la section économie ou politique aurait des journalistes si peu spécialisés dans ce qu'ils couvrent, dans le sens où il y a des top 10 des fois dans le journal sur qui a vendu le plus de billets, puis il y a 4 erreurs dans le top 10. Tu fais comme, hey, t'as 40% d'erreurs sur 10. On le change de source. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des erreurs factuelles souvent sur la couverture de l'humour qui ne seraient pas acceptées dans n'importe quelle autre section d'un journal. Oui, attends un peu. C'est pas accepté, mais c'est parce que c'est l'impression que t'en as, mais il y a quand même des erreurs. Puis là, ça, on parle d'un autre... Ils se trompent dans toutes les autres sections aussi? Oui, régulièrement, je trouve des erreurs, parce que l'erreur est humaine. Oui, hein? le titre de ton... Mais je pense quand même qu'il y a des domaines où il y a aucun... Le journal n'enverra pas quelqu'un, mettons pour le cinéma, il n'enverra pas quelqu'un qui connaît rien au cinéma critiquer un film, mais tu peux envoyer quelqu'un qui connaît fuck all en humour critiquer un show d'humour parce que c'est pas si grave. Mais ça se fait de moins en moins. Je pense que ça se fait de moins en moins. Complètement. Je pense que quand on arrive dans un journal puis qu'on est journaliste, on part avec une base de connaissances générales. Puis moi, je suis une journaliste généraliste, je me spécialise en humour, mais je suis capable de couvrir à peu près tous les domaines. J'ai les outils dans mon cours de journalisme pour me permettre de faire une couverture avec les faits, les sources officielles, faire les bons téléphones, vérifier, puis tout ça. Fait qu'on est capable de couvrir à peu près tous les domaines. Puis j'ajouterais aussi à ça que par rapport à l'humour, c'est probablement la forme d'art à laquelle on est le plus exposé comme Québécois ou Québécoise. Parce que ça passe à la télévision, c'est omniprésent. Tu sais, il y en a qui n'ont jamais vu de Jackson Pollock, qui est un peintre américain. J'allais dire un chanteur country. Non, okay. Non, mais je veux dire, il faut vraiment faire la démarche d'aller dans un musée si on veut être exposé à l'art ou prendre un cours d'histoire de l'art, mais l'humour, c'est omniprésent, c'est dans la pub, c'est dans les spectacles, tu sais. Fait qu'on est déjà un peu connaissant. Puis c'est une forme d'art aussi qui s'adresse au public. C'est comme si ça prend une spécialité là, de ça, là, puis il aurait fallu que je fasse des études en humour pour apprendre à comment critiquer l'humour. Là. Mais c'est comme de dire au public que tu fais des shows devant du monde qui connaissent rien. Mais en fait, c'est pour le public. Tu fais de l'humour pour que ce soit facile à comprendre. Ouais, mais ce que tu dis là vaut pour le cinéma aussi. Oui, pourtant, tu sais, si t'envoies Marc-André Lucier critiquer un film, tu as confiance que le gars, il connaît le cinéma. Mais je pense qu'en cinéma, il y en a aussi. Ça arrive à l'occasion que tu vois que c'est quelqu'un qui connaît pas tant le cinéma qui fait des critiques de films. Oui, j'ai déjà critiqué. J'ai quelques notions à cause du cégep, là, mais je veux dire, j'ai déjà fait des critiques de films. T'as une TV chez vous, t'as un écran chez vous. Mais j'ai déjà vu des films. Non, mais je veux dire, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il y a quand même une base d'outils dont tu disposes, puis aussi à force d'être exposé à toutes sortes de choses, du théâtre, du cinéma, de la télévision, de l'humour, de voyager, de lire, ben on finit par développer certains codes. Fait que oui, j'en ai déjà critiqué des films sans avoir mon bac en cinéma puis avoir une maîtrise comme même je pense qu'elle a un doctorat comme Hélène Faradji ou comme Georges Privet par exemple, tu sais. Je suis pas réalisatrice mais je suis quand même capable d'apprécier, tu sais, puis je suis quand même capable d'apprécier une photo, je suis capable d'apprécier une toile de Monet là, tu sais. J'ai 2 expériences personnelles que j'aimerais un peu partager puis qu'on en parle un peu par rapport à la critique
Mais la première moins, mais la deuxième plus, qui explique en partie peut-être des fois les réactions négatives que les gens peuvent avoir. La première expérience, j'ai sorti un premier one-man show, je suis chanceux, je me considère chanceux, j'ai eu des très bonnes critiques. Je considère une partie de ça de la chance parce que tu fais ton spectacle. Je me souviens, là, la nervosité, le stress à se demander à chaque show, est-ce que tu vas le refaire, est-ce que tu vas te réexposer à ça, mais tu fais ton spectacle, il y a 10-15 critiques dans la salle, il y a 300-400 personnes normales, ça se passe bien, ça rit tout le long. Mais jusqu'à minuit, alors, tu ne sais pas si les critiques vont être bonnes. Tu sais que ça s'est bien passé, puis il y a beaucoup de choses qui jouent dans les critiques. Ça peut avoir ri dans la salle, mais tu peux pas être la saveur du moment. Des fois, ça joue positivement, des fois, ça joue négativement. Moi, c'était mon premier spectacle, je pense, à jouer positivement. J'abordais des thèmes un peu plus engagés. Je pense qu'il y avait une ouverture chez les critiques. J'ai été chanceux. Fait que ça, il y a cet aspect-là... Déjà, tu étais catégorisé dans l'humour intelligent. Oui, mais il y a cet aspect-là qui existera toujours, que tu flippes un peu un coin, tu sais, avant d'avoir tes critiques. Tu peux pas vraiment faire un show que tu es sûr qu'il va être bien critiqué. J'ai eu une mauvaise critique aussi dans ma vie. Quelques années avant, dans un gala Juste pour rire, j'ai fait un numéro sur le système de santé, puis le journaliste a dit que c'était réchauffé, rien de nouveau. Puis c'était mon numéro le plus efficace que j'avais fait dans un gala. C'était mon premier numéro que j'avais un standing ovation. Les autres numéros que j'avais fait dans ma vie avant étaient un peu plus audacieux, mais ça marchait pas avec le public. C'était le premier numéro grand public que j'arrivais à faire. J'en étais fier. Une mauvaise critique, mais tu avais eu un standing ovation. Ouais, okay. Et j'ai eu une mauvaise critique. Avec le recul, c'est vrai ce qu'il a dit. Sauf que moi, comme humain, comment je l'ai vécu, c'est pourquoi là, il dit une vérité quand je trouve que des fois, ce critique-là dit pas des vérités sur d'autres choses. Tu sais, pourquoi moi, là? C'est ça, ce sentiment d'injustice que je me souviens d'avoir vécu. Je comprends. Oui, il a raison. Mais la semaine passée, je l'ai vu dire de quoi était bon, qui était pas bon, puis que tout le monde reconnaît que c'était pas bon. Fait que pourquoi il a décidé d'avoir raison là, sur moi? Non, mais c'est un peu ça, tu sais. Puis là, t'as un sentiment d'injustice. C'est ça qui est chiant. Parce qu'une horloge arrêtée a raison 2 fois par jour, comme on dit, c'est ça. Peut-être que t'es tombé sur la fois où cette personne-là avait raison. Ça. Tu te dis, pourquoi là, tu t'es attaqué à moi quand je te vois faire des critiques positives de plein d'affaires mauvaises? Il y a de quoi aussi d'un peu ingrat dans la critique, c'est que le gars, il faut qu'il assume qu'il trouve que c'est du réchauffé, mais tu dis quand même que les 2000 personnes qui étaient là, qui se sont levées, ont pas raison. Mais tu dis au monde, vous avez aimé quelque chose de pas bon. Mais non, il disait, dans le sens que il disait pas que c'était pas drôle. Gag efficace, mais manque d'originalité dans le thème. Encore chialé contre le système de santé. Est-ce que c'est encore d'actualité en 2006, mettons, ou en 2000, en 2015? Ce qu'il voulait dire, c'est que c'était pas confrontant à ce que tu disais. C'était que tu confortais, en fait, la foule dans quelque chose. Il y en a beaucoup là, qui ont ce style-là. Tu te dis « Hey, Jean Charest! » Puis là, les gens... c'est ça. Il suffit pas de nommer le premier ministre pour qu'on dise « Oh, il fait de l'humour politique. » Ce show-là était dans mon... C'est encore à ce jour mon numéro de corpo, tu sais. C'est le numéro passe-droit qui passe dans n'importe quel public parce qu'il choque personne. Fait qu'il avait raison là-dessus, mais je le trouvais juste sévère sur moi puis pas sévère sur d'autres. C'est juste ça qui était fâchant. C'est ça qui est le fun d'en voir beaucoup parce qu'on vient à développer une perspective puis être capable de comparer des pommes avec des pommes et des oranges avec des oranges. L'expertise, ça fit aussi avec la perspective que tu as en voyant d'autres shows. Tu sais, quand tu peux voir un show puis expliquer pourquoi tu as moins apprécié ce show-là qu'un autre. Déjà, on dit, déjà, elle en a vu au moins un autre dans sa vie. Mais qu'après ça, tu fais, tu sais, un tel. Tu sais, mettons, j'aime pas faire du name dropping, mais je sais que, mettons, Martin Matt a eu des critiques plus dures sur son dernier spectacle, mais les critiques faisaient référence à hey, dernièrement, il y a eu tel show, j'ai été nommé, là, mais il y a eu, Kat Levac, qui avait François Bellefeuille, qui avait qui ont fait show. Puis les gens sur Facebook plus quand tu as vu des shows de cette qualité-là, tu t'attends à plus de lui, puis là, tu fais tu sais, j'ai pas vu le je sais pas à quel point je peux être d'accord avec les critiques, mais j'ai trouvé que c'était le signe d'une rigueur. Une expertise. On a vu, on a comparé, on peut t'expliquer pourquoi ça, c'est un petit peu dépassé. Pourquoi un numéro sur Facebook, c'est un numéro qu'on peut considérer un petit peu dépassé comme sujet? C'est parce que tu as vu beaucoup d'autres humoristes avant dire « OK, c'est Facebook, on le sait, là, les likes, puis on le sait. » Mais ça doit être, comme critique, c'est ça, ça doit être difficile parce qu'il y a 2 types de critiques. Il y a ces critiques qui font ce genre de travail-là, puis il y a les critiques qu'on sent que c'est plus personnel, puis c'est leur goût personnel. Puis des fois, c'est difficile. On dirait qu'ils devraient avoir un en-tête différent pour dire « Voici une critique
artistique de ce projet-là. Tu sais, genre, que le public comprenne que c'est ça dont il est question. C'est pas un spectacle pas drôle, pas un spectacle pas bon, parce que moi, je l'ai vu, ce spectacle-là, et je peux témoigner que j'étais d'accord avec la critique, mais dans la salle à Place des Arts, ça riait non-stop. Tu sais, tout le monde qui l'ont vu et qui n'avait pas écouté tous ces shows-là, je pense qu'ils pouvaient beaucoup l'apprécier. Mais le critique faisait œuvre utile en disant aux gens, si tu t'attends à un show moderne, tu vas peut-être être déçu. Si tu veux juste rire de bon cœur, tu vas t'amuser, tu sais. Mais c'est ça que ça permet. Mais c'est ça qui sortait dans la critique. Oui, mais ça reste l'aura, c'est un mauvais show. Tu sais, c'est ce qu'on retient. Quand c'était pas un mauvais show, c'était de cette façon, vu comme moi, ça. Moi, je l'ai vu juste sur Netflix. C'était pas un show qui révolutionnait, c'était pas un show à jour. Je m'attendais à bien pire. À cause des critiques. Puis c'est peut-être moi, personnellement, mais le plus gros reproche que j'ai à faire à la critique, c'est 50 minutes, hein. Il avait coupé 30 minutes du show, là. Moi, j'ai vu la version 1h30, puis Netflix, c'est juste 1 heure. Mais ce que j'ai vu, j'avais été préparé, mettons, à pire que ça, puis j'ai fait, non, c'est un bon show, puis il y a son charisme, il y a son talent. C'était pas mauvais. C'est ça. Mais moi, c'est ce que j'ai eu, moi, personnellement. Mettons, dans mes expériences personnelles, j'ai été gâté aussi, là, côté critique, pour vrai. Là. Mais au début, mettons, mes premiers shows, j'ai quand même eu des mauvaises critiques. Puis c'était assez flagrant quand la critique était mauvaise. Elle était dévastatrice, tu sais. Puis je me rappelle que mon premier one-man show, mettons, c'était Première Impression que ça s'appelait. Je l'ai fait à Québec en première médiatique. Et le lendemain, dans 2 journaux différents, 2 journalistes qui ont vu exactement le même show. Il y en a un que son titre, c'était A+, score parfait. Puis le sous-titre, c'était genre Laurent Paquin est déjà un des meilleurs humoristes au Québec. Et l'autre critique, c'était c'est pas bon, première impression ratée. Puis avec le recul, dirais-tu qu'il y avait un juste milieu entre les deux? Il n'y avait rien de bon dans la critique de l'un, puis l'autre, c'était tout est bon, tu sais. Fait que je me disais, comment ils ont vu le même show, les deux, mais les deux, puis... Mais ce que j'avais détesté de la mauvaise critique, c'était que quand tu lisais la critique, t'avais le feeling que le show se plantait. C'est ça qui est le plus rough pour un humoriste, parce que si une critique dit « la salle riait vraiment beaucoup », moi, j'ai haï ça, ben tu fais, au moins, les gens qui lisent vont dire « ah, ça a l'air qu'on rit beaucoup ». Mais là, puis j'ai une autre critique dévastatrice sur mon 2e show, puis c'est ce qui ressortait aussi de la critique, c'était « il se pète la gueule ». Puis je pense que c'est ça qui fait le plus mal, parce que t'espères que les gens vont venir voir le show. À qui tu t'adresses, autant... Moi, je suis un consommateur de critiques, disons, pour le cinéma. Puis moi, je suis assez snob dans mes arts que je consomme. Mais... fait que j'aime ça, moi, être orienté quand on me dit... que même un film d'action ou n'importe quoi, j'aime bien les choses de dire... ça peut être... je sais pas, ça peut être un style que le critique aime pas ou... Attends, je sais, tu m'écris à chaque fois que je reviens dans le show d'humour pour savoir ce que j'en pense. Moi, j'aime bien... Non, mais j'aime bien les critiques. Mais ce que je veux dire, c'est... J'aime l'humour raffiné, j'aime les films raffinés, puis c'est correct qu'un critique dise... Si t'aimes ce type d'humour-là, t'apprécieras pas nécessairement ce show-là. Mais ça veut pas dire que le show est pas bon, tu sais. C'est dire pour toi, il sera pas bon. Fait que ça se pourrait que Le Soleil et le Journal de Québec fassent pas des mêmes critiques parce qu'ils s'adressent pas aux mêmes gens. Ça se peut-tu? Ah oui, ça se peut complètement. Moi, le reproche que je faisais, c'est juste que tu donnes une impression qui selon moi, est fausse. Dans le sens que... Ça, c'est une mauvaise critique. Objectivement, tu as le droit d'aimer ou pas aimer, puis dans le même soir, le même show, quelqu'un peut avoir haï et quelqu'un peut avoir adoré. Prendre en considération mais si le monde rit, t'as pas le droit de dire au public, de donner l'impression au public que le show, c'est un show qui se pète la gueule. Ça m'avait bien fait mal, moi, à l'époque, je me rappelle. C'est là où je dis, on se rend sur place, on a une formation de journaliste, puis on couvre ça avec notre formation de journaliste, avec les outils qu'on a. Donc, il faut tenir compte de l'événement. Est-ce que les gens riaient? Pourquoi les gens riaient? Tu sais, moi, j'ai voulu devenir critique d'humour. J'aimais beaucoup l'humour, là, puis j'ai usé ma cassette du groupe Sanguin là, que j'avais enregistrée sur Beta, là, puis ça a cassé. Puis, tu sais, je veux dire, j'avais une casquette rayée, puis on était allé au festival juste pour rire. Fait que, tu sais, ça date de loin. Là. Je faisais de l'impro, puis je faisais des blagounettes, mais j'étais pas drôle. J'étais drôle malgré moi. Fait que ça part mal. mais bref... J'étais allée voir un show, je travaillais pour Chiz à l'époque, qui est la radio étudiante de l'Université Laval.
Et je suis allée voir un spectacle à la salle Albert Rousseau. Le critique du Soleil était à côté de moi. Il n'a pas ri du show. Il trouvait ça mauvais. Il faisait le commentaire à ses amis. La personne avec qui était, qui disait que ça n'avait pas de bon sens, que voyons donc, la personne n'a pas travaillé, puis tout ça. Puis je lis sa critique le lendemain, puis c'est dithyrambique. Ah ouais! Puis je me suis dit, mais coudoncs, ils sont dans bien malhonnêtes. Moi, je vais devenir une journaliste honnête, je vais devenir comment une t'expliques critique... ça? Et c'est-tu fait dire, tu penses? Non, sois positif, nous, Non. on l'aime, fait que fais une belle critique? Ou c'est carrément de l'hypocrisie? Mais Ben, pourquoi? Ou il est écrit, où il est écrit l'intérêt pour de plaire dire j'aimais ça? Non, mais il est écrit pour plaire au lecteur, peut-être. Il est écrit pour plaire au lecteur. Il a Ouais, tenu compte, parce qu'il a effacé son impression personnelle. Sauf que moi, je pense que son impression personnelle est importante aussi, mais il faut que tu l'englobes dans l'expérience que tu viens Mais il a de... peut-être été juste très honnête aussi, mais en ne mentionnant pas que lui, il n'a pas aimé ça, mais Mais il aurait fallu, parce que c'est lui qu'on envoie, Okay. c'est lui qu'on lit, c'est sa Ouais. plume. Fait que moi, j'ai pas aimé ça pour telle raison. Puis, tu sais, là, j'ai lancé Claude Rajotte tantôt, mais il détruisait des CD avec des marteaux. Ouais. Mais ça, il le faisait très bien. Si vous aimez tel genre de musique, ça, c'est pour vous. Moi, j'haïs ça pour telle raison. Tu sais, que ce soit bon ou que ce soit pas bon, il faut que tu expliques pourquoi. Puis c'est la première leçon que j'ai apprise quand je suis rentrée au Journal de Montréal, puis que j'ai appris à faire de la critique. Ma boss de l'époque, Suzanne McKenna, m'a dit « C'est toujours important de finir avec quelque chose de positif. » Fait qu'on devient pas juste des critiques, mais des analystes. Puis on devient aussi des conseillers. Puis c'est l'expertise qu'on développe Conseiller, parce que moi, je vous utilise comme conseiller. Ben, Fait que oui. il y a une utilité publique aux critiques, tu sais, parce que moi, j'ai des enfants, j'ai du temps, tu sais, fait que je lis les critiques de films avant de me taper un film parce que je veux pas perdre 2 heures de ma vie. Mais c'est Mais un ça. one-man show, c'est la même affaire. Tu veux pas perdre 50$ puis 2 heures de ta vie. Fait qu'il y a une utilité aux critiques. C'est ça. Moi, je ne sais pas comment le faire, ça scène. Je l'ai déjà fait dans des trucs de charité, là. Puis vous êtes super bon, là. Puis je ne gagnerais pas ma vie. Oui, mais je pense pas qu'un critique doit avoir fait de l'humour. Tu sais, comme un coach de hockey, il doit pas avoir nécessairement joué. C'est important de savoir que c'est stressant, puis c'est quoi, puis qu'est-ce que ça représente. Mais je serais pas capable de l'arranger, mais je le sais ce qui marche pas. Puis quand je dis que c'est important d'en voir beaucoup des spectacles, c'est pour les comparer entre eux où on est rendu globalement dans l'humour. Puis là, je reviens avec ton exemple de Martin Matt et je reviens avec ton exemple. Parce qu'il y a aussi l'autre côté, c'est d'en voir beaucoup de la même personne. Parce que moi, quand j'entre dans une salle, mais qu'il y a un spectacle d'humour d'une personne, je considère plusieurs choses. D'abord, est-ce que c'est son premier spectacle? Est-ce que c'est son deuxième spectacle? Son troisième? Y a-t-il eu évolution? Y a-t-il eu recherche? Est-ce qu'on est adapté à l'ère du temps? Est-ce que c'est moderne? Est-ce qu'on se répète? Et pas des jokes. J'ai déjà vu un humoriste qui a repris les gags de son précédent spectacle. Texto. Pensais-tu qu'on n'allait pas s'en rendre compte? Bien, on s'en est rendu. Je veux dire, je trouve que c'est un manque de respect. Fait que je regarde ça. Avant même mes goûts, là, je regarde s'il y a eu du travail. L'évolution, c'est ça. Quand tu as sorti ton dernier spectacle, Laurent, c'est la première chose que j'ai dite à Sylvie Saveur, qui était ton attaché de presse. Oui. Et j'ai dit, il a travaillé, ça paraît, c'est quoi sa méthode? Il a changé quelque chose. C'est là que j'ai appris qu'au lieu de travailler un spectacle au complet puis de le réduire, en le testant devant différents publics, en le rodant, comme on dit, mettons à Magog, t'as travaillé 5 minutes par 5 minutes, ce que les comédie clubs te permettaient, le bordel, entre autres. Ouais. Fait que t'as travaillé ton matériel, t'as serré, et ça a donné quelque chose de super efficace. Ce que j'apprends par la suite, c'est que finalement, c'est ce que tu faisais au départ dans ta carrière, parce que t'avais pas vraiment l'occasion de roder à Magog. Ouais. Les deux premiers mauvais shows que t'avais faits, là, c'est le même que t'es non, mais c'est sûr que, tu sais... Selon une critique, attention. Mais moi, je connais tes capacités. Ouais. Je te connais, on placote d'humour. Tu sais, si tu m'arrivais avec quelque chose de paresseux puis tu me faisais des jokes de filles heureuses dans les pubs de Tampax, mais je me dirais, tabarouette, il a dormi sa Switch, il a pris la première affaire qu'un scripteur il a vendue, puis il s'est pas forcé. Bien, c'est vrai qu'ils sont heureux dans les annonces de Tampax. Mais c'est vrai que ton éthique... Moi, tu sais, quand j'écoute Pascal parler, je fais « Wow, tu sais, c'est une façon journalistique de bien travailler ça. » Après ça, des fois, je me demande comment on communique bien au lecteur que c'est ça que la démarche derrière. Parce qu'il y a des lecteurs qui n'ont pas vu les 4 autres shows. Il y a des lecteurs qui vont aller voir le premier spectacle de... Est-ce qu'il faut qu'un critique ait vu les autres shows d'avant? Non, mais ce que je veux me dire, aussi? c'est... Il y a des gens qui vont aller te voir, puis c'est le premier show qu'ils voient de toi. Fait que de savoir, il était comment ton show d'avant, eux, ça va pas teinter leur lecture. Eux, ils s'en tapent. Eux, ils s'en s'en tapent. tapent. C'est le premier show qu'ils voient, tu sais. Fait que comment le critique arrive à s'adresser un peu à tout le monde? Les connaisseurs, ceux que c'est la première fois, puis ceux qui regardent à moitié les shows, tu sais. Y a-tu des générations aussi de critiques? Là, moi, j'ai l'impression qu'il y a eu, à un moment donné, une génération de critiques qui sont plus là maintenant, mais qui avaient comme une espèce d'aura de...
je fais ce que je veux, je peux... Un peu genre Romain, genre? Un peu, ouais, c'est ça, je peux détruire un show. C'était le critique de théâtre On qui a avait, tous, qui avait lancé ça. Robert Lévesque, Robert là, tu sais, Lévesque. qui pouvait détruire un acteur, puis Qui en ont abusé, je suppose. Moi, je connais pas l'histoire, mais ils ont à un abusé. moment donné, c'est lui qui a modifié des textes. Là. Lui, il a perdu sa job parce qu'il avait modifié des textes. Il prenait les critiques, mettons, de José Blanchet, puis il était pas d'accord avec elle, fait qu'il rajoutait des commentaires dans les critiques de José Blanchet. Wow. Puis là, elle, à un moment donné, elle a allumé, elle a dit « Moi, j'ai jamais dit ça. » Puis le gars, il a perdu sa job à cause de ça. Puis c'est pas lui, d'ailleurs, Robert Lévesque, qui, à un moment donné, a fait une critique d'un show qui avait pas eu lieu. Il a pas été voir le show. Ouais, c'est hot, ça. Non, mais ça arrive. Mais si on entend ces anecdotes-là, On les entend, oui. tout le monde connaît des histoires d'un critique que si tu veux une bonne critique, faut que tu ailles le chercher en limousine chez eux, que là, tu y attends un peu. fournisses l'alcool, puis qu'il y ait une jeune demoiselle gentille qui est là avec lui toute la soirée, qui Hollywood fait s'assure ça, que mais- tout va bien. On entend ces histoires-là, on ne nommera pas de nom. On dirait que Mais tu parles de festival d'humour. Ouais, mais Non, c'est mais ça. tu sais, tu Ah, non, comprends-tu mais- que c'est Laurent. comme une vieille génération qui n'existe plus. Mais Non, De ça dire- existe encore. Oui. Hey, moi, quand je lis, là, je sais pas comment ça fonctionne nécessairement toujours le milieu du cinéma, mais tu sais, à la fin, ce reportage a été payé et invité par il y en aurait Universal. pas. Il y a- Quand le journaliste de Montréal est allé passer 3 jours à Hollywood dans Ben, c'est un pas hôtel. une critique, c'est une entrevue. OK. Attends, Maintenant, j'ai mais toutes tes attends un peu. explications là-dessus. Mais quand un humoriste ou quand un critique, ou peut-être c'est pas des critiques, mais va passer 2 semaines avec tel humoriste en France, payé par la production, puis qui nous rapporte comment ça s'est passé dans sa salle avec 4 personnes finalement, mais que finalement c'est un gros succès en France. Ben c'est de la corruption, là, si tu payes 2 semaines de voyage en France. OK. Et là, c'est à là que je sers vraiment quelque chose aujourd'hui, de pas vous faire des capitaines d'évidence. Arrête, tu sers toujours à quelque chose. Mais le monde journalistique est un peu en perdition. Il n'y a pas de budget, il y a de moins en moins de gens dans les salles. On fait même appel à des influenceurs. Les salles de rédaction, tu parles. Des salles de rédaction. Il y a les arts et spectacles. La culture, je devrais dire, qui est déjà d'appeler ça art et spectacle versus culture. Tu sais, il y a comme Non, quelque en ce chose moment, c'est art et être. Ah ouais, ben Dans c'est la ça. presse, là, C'est art ça. et être. C'est un peu la voie de service, mais c'est, tu sais, je veux dire, je donnerais l'exemple par rapport au sport. Les meilleurs reportages que tu vas lire, les meilleurs portraits, c'est dans le Sports Illustrated, puis les meilleurs documentaires sont faits par ESPN. Pourtant, c'est du sport. Ben, dans les arts, on devrait avoir la même chose, mais on dirait que c'est comme la voie de service, OK? Puis il y a un problème ici, c'est que d'abord, c'est pas considéré comme nécessairement étant du bon journalisme ou du vrai journalisme. Puis en même temps, on manque de budget. Il y a C'est une- comme si on y avait un préjugé. Hein? C'est Oui. des vedettes, du patinage. C'est ça. puis- Fait que ça te fait plaisir d'aller là parce que t'es un peu groupie, tu sais, puis c'est ça que ça prend, puis ça va sur le tapis rouge, puis c'est bien funné. Fait que, bon, il y a ça. Ça, c'est une couche. La deuxième couche, c'est la proximité. Là, on se parle. Là, vous pensez que je suis Toi, votre tu peux amie. pas critiquer mon prochain one-man show. Ben non, je peux pas. Tu peux pas, on Je peux est pas. rendus trop amis, on se connaît trop. Non, c'est ça marche pas. Mais il y a une proximité dans le milieu. On est 8 millions au Québec, là. Ben, bon, il y a des gens qui se sont reproduits durant la pandémie, mais, mais je veux dire, tu sais, à un moment donné, il y a une trop grande proximité, puis il faut arrêter d'en faire des critiques. Puis ça aussi parce que le milieu est incestueux aussi parce que tu sais, moi, maintenant, je suis pas rattachée à un grand journal. Je travaille pas au Journal de Montréal, je travaille pas à la presse, je travaille pas au Devoir. Et même les critiques que vous allez lire dans ces journaux-là, parfois, ce sont des pigistes. Donc, Dominique Tardif, qui est un excellent critique, c'est comme mon idole Moi, de je suis la d'accord. vie. Là. Dominique Tardif, je trouve que c'est le meilleur critique d'humour présentement au Québec, mais on l'a perdu. Quand il y a Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, parce que là, moi, je le trouvais dans les dernières années qu'il était le meilleur critique. Ouais. Et là, il se met à faire des chroniques à La soirée est encore jeune. Il anime un Mais- balado qui était excellent où il reçoit des artistes. Je fais comme, mais tu peux plus être critique. C'est là, ouais. là où je m'en vais. Tu te fragilises quand tu deviens pigiste parce que tu deviens dépendant de ces mêmes entités médiatiques qui produisent des spectacles d'humour, qui t'engagent aussi à la télé, qui t'engagent à la radio. Tu côtoies ces personnes-là, tu fais des gigs avec ces personnes-là. À un moment donné, si tu fais une critique... Je pense que la personne ne peut pas faire autrement que se corrompre un peu. Hein. Mais non, c'est que... Non, C'est c'est pas... humain, c'est pas- mais c'est pas- humain. Tu vas c'est pas descendre un ami ou peut-être un donneur d'ouvrage. Non, mais c'est ça. C'est parce que c'est pas se corrompre. C'est d'être conscient que tu vas perdre des contrats si tu es vraiment honnête sur cette affaire-là. Fait que tu vas t'abstenir d'en parler. Ouais. Fait que tu te retrouves à faire juste des bonnes critiques. Ils sont pas malhonnêtes parce que c'est vraiment des choses que tu as aimées. Mais le prix à payer, si c'est mauvais, de quelqu'un qui fait un spectacle, mettons, qui est produit par une grosse boîte de production qui a sa boîte de gérance en même temps, mais tu le sais que ça peut te nuire parce que tu vas te retrouver sur les mêmes plateaux puis on l'engagera pas elle parce que c'est une grosse bitch. Ben, moi, ça m'est arrivé.
D'être Ça une grosse sert à bitch. quoi à ce moment-là? Ça sert à quoi Non, d'avoir c'est de la critique? perception. Ouais. Ça sert à quoi d'avoir une section critique dans ton journal si, à partir de ce qu'on vient de se dire là, on peut plus se fier à ce qui est écrit parce qu'on se on dit... peut se fier en à quelque on peut- part, il y a des... Mais c'est le problème du journalisme. Mais tu sais, je veux dire, c'est donner des jobs stables à ces personnes-là. On va pouvoir... Moi, je l'ai vu, la différence dans le traitement que j'ai reçu de gens. Mais tu sais, des fois, on voit le vrai visage des gens dans l'adversité. Mais à partir du moment où je suis plus au Journal de Montréal puis je deviens pigiste, c'est la même critique. C'est drôle. J'étais très intelligente quand j'étais au journal. Puis... Maintenant que je suis pigiste, on me fait une scène, on écrit sur Facebook que c'est épouvantable, la critique que j'ai faite. Tu sais, On ose plus s'attaquer à toi parce Ouais. qu'avant, tu avais un empire derrière toi pour te défendre. Fait que là, on voulait pas se mettre à dos. Tu veux dire, les humoristes peuvent être plus bitch envers toi quand t'es pas attaché à oui, un gros empire. mon jugement Ouais. dépend de ce que j'ai derrière puis de ce qui me protège, tu sais, d'une certaine manière. Puis ça te donne les coups des franches aussi. De là, l'important. Mais si, j'en parle d'humour, là, mais je veux dire... Mais c'est tout le système. Non, mais c'est tout le journaliste. C'est ça. Je pense que les journalistes qui couvrent l'Impact ou le Canadien de Montréal, ils ont besoin d'être gentils avec eux parce que sinon, ils sont plus invités dans les réunions. Tu sais, c'est ça dans C'est tous les sûr milieux. que si tu dévoiles la blessure au haut du corps, là, tu précises que c'est son épaule. Tu seras plus dans l'avion. Tu seras peut-être plus dans l'avion. Puis Tu vas être content de ton scope, mais 5 minutes... C'est le dernier ça. scope que tu Ouais. vas avoir de ta vie, ouais. Puis au final, tu sais, aux États-Unis, il y a une règle. Si tu fais la critique, c'est pas toi qui fais l'entrevue avec l'artiste. Écoute, tu sais, moi, là, c'était rendu à la fin là, que j'avertissais. Tu sais, merci, t'es super cool avec moi. Tu peux prendre des photos, tu peux prendre un selfie pour ton compte Instagram. On fait l'entrevue ensemble, c'est beau, mais ça se peut que j'aime pas ton show, puis je vais le dire. Puis je veux que tu sois prêt Parce à que ça. la règle que tu viens d'écrire, elle n'existe pas ici. Maintenant, quand tu Non, sors un c'est show, ça. il y a des médias qui vont dire tu choisis un. C'est soit un pré-papier ou une critique, mais ça arrive que tu as les deux. Ouais. Puis tu fais comme, c'est weird qu'on aille prendre un verre au restaurant, puis qu'on te parle, puis je parle de mes enfants, comment ça va pas Ouais. bien, puis t'as l'affaire, puis je me confie à toi, puis 3 jours après, tu viens voir mon show, puis tu fais la critique, mais tu sais comment je trouve ça dur ce temps-ci, ma vie, tu sais, comme, voyons donc. C'est ça. Fait que moi, j'en fais encore, mais j'essaie de donner une autre perspective, tu sais, de l'inscrire dans un contexte de société, puis de parler du travail qui a été fait derrière, puis d'aller chercher cette information-là pour compléter. Mais tu sais, c'est plate parce qu'ultimement, je pense que la critique, ça sert vraiment au public. C'est pas vrai que c'est inutile. Puis, Ça dépend de la critique, si tu veux, mon avis. Là. ben, Il y a des Mais critiques ça de devrait shows qui ont eu servir. lieu la veille puis qui n'auront plus jamais lieu. Puis là, ouais. tu fais une critique où tu démolis quelqu'un puis tu fais « Mais qu'est-ce que ça sert de Mais raconter quelque chose quand on sait que le show n'aura plus lieu? » Mais Tu sais, ça- c'est non, comme mais une ça- critique de bye-bye, mettons. Ouais. Y a-tu Ouais. quelque chose de plus inutile Ça, c'est du qu'une critique divertissement. d'un Ben, show qui va c'est du avoir lieu une divertissement. fois? On non, lit ça pour s'amuser, les critiques, Ouais. parce que t'as raison qu'au final... Mais attends. Il y a aussi l'investissement qui a été fait pour ce show-là, comment on nous écœurait avec du marketing, comment toutes les personnes sont allées sur tous les plateaux pour nous le vendre. Tu sais, moi, je veux un service après-vente. Je veux que la chose que j'ai achetée, là, finalement, là, que je veux être sûre que, tu sais, que c'est de qualité. Si je découvre plein de défauts en le déballant, je veux que ce soit su, parce que je sais Ok. que si tu prends Ouais, le... mais tu sais, si on s'entend pour dire que l'utilité de la critique, c'est d'aiguiller le monde un peu. Tu donnais l'exemple Ben- de si je vais aller voir un film, j'ai pas envie de dépenser 50$ piastres pour un navet, je suis content de lire la critique avant. Mais dans le cas d'un téléroman ou de l'émission qui a eu lieu la veille, tu justifies ton importance comment là-dedans? Tu sais, tu peux pas dire au monde, grâce à moi, vous savez Ben oui. que hier, l'émission était pas bonne. Ben, c'est juste que c'est ces personnes-là qui vont recevoir Ouais. encore des projets puis des données publiques pour faire leurs projets puis Tu qui vont penses que la solliciter... critique va changer ça? Ben, parce qu'après ça, non, mais c'est parce que les patrons, quand ils engagent ces personnes-là, ils voient ça. Là, tu sais, je veux dire, quand Hugo Dumas fait une critique d'un show de TV à Radio-Canada, tu peux être sûr que ça se rend au bureau des boss. Là. Ouais. Ils regardent ça, mais je veux dire, c'est correct, c'est une remise en question. Puis, on n'avait pas vu ça, c'est un angle mort qu'on n'avait pas vu pour la prochaine fois. Tu sais, les critiques sur les bye-bye ont été utiles à cet égard-là. Je comprends. Je veux dire, ils ont- Ouais, ça peut être utile pour l'année d'après. Il y a C'est quand même ça. une utilité. C'est qu'il y a Peut-être pas quand pour le même de public, l'argent mais qui est pour mis le là-dedans. créateur. Ouais. Mais tu sais, on Mais dit on entend l'utilité. souvent les gens, là, excuse-moi Louis, les gens même des médias qui ils veulent plaire aux critiques, fait qu'ils vont en tenir compte après, mais dans leur tête, ils donnent pas raison aux critiques non plus. Tu sais, c'est bon, OK, il a pas aimé ça, mais je suis pas sûr, moi, que les gens, ça les aide. Ah, OK, on a compris, on a vu l'angle mort. Non, c'est bon, lui, il aime pas ça, mais nous, il aime sauf, rien. Tu sais, sauf tu si comprends? on met le doigt sur le bobo, comme on disait Ouais. tantôt.
Mais moi, tu sais, on dit l'utilité des critiques. Moi, comme je disais, moi, je lis, j'aime ça aller sur IMDb, j'aime ça lire autant le public que les critiques parce que ça me sert à m'orienter. IMDb, le site où tout le monde donne des notes, tu sais, Rotten Tomatoes. C'est plus des reviews que des critiques, là, tant qu'à moi. Mais... Oui, mais des fois, ils vont aussi agréger. Agrémenter? Non, agréger. Faire un agrégant. Anyway. Agrégateur. Agricole. Ce que je veux dire, c'est je vais donner un exemple récent pour moi où les critiques ont raté puis ça m'a un petit peu fâché. Ouais. C'est le documentaire qu'il y avait sur Netflix, sur Facebook, puis l'algorithme, là, ça s'appelait... Derrière nos écrans de fumée. Ouais, c'est ça, derrière nos écrans de fumée. En anglais, je me souviens plus c'est quoi le titre. Un Social Dilemma. Oui. Il y a comme eu un engouement dans les médias, puis c'était de bon ton d'aimer ça, puis c'était de bon ton de dire que c'était bon aussi, forcément. Ouais. Fait que pendant 3-4 jours, tous les critiques que j'entends en radio, c'est tellement bon, c'est bouleversant, c'est choquant, c'est bien fait. Puis là, je l'écoute, je fais comme, voyons, j'ai rien appris, je savais tout ça depuis 2 ans, puis j'en voulais aux critiques. Pourquoi vous n'avez pas mentionné? Mais moi, ceux que je connais, des amis qui l'ont vu, étaient du bord des critiques. Ils disaient tout, il faut que tu vois ça. Mais là. oui, mais t'es la seule personne que je connais, moi, qui a vraiment pas... Mais mon point était de dire, les critiques auraient pu dire, si c'est pas un enjeu à laquelle tu t'intéresses depuis un bon bout, tu vas découvrir des affaires incroyables dans ce documentaire-là. Mais si tu as déjà lu un peu là-dessus, les algorithmes et les problèmes de Facebook, c'est un wrap-up de ce qu'on sait depuis 3-4 ans. Moi, j'aurais aimé que quelqu'un me dise ça pour que je le sache que, OK, il n'y a rien de nouveau. Mais là, c'est parce qu'il n'y avait rien de nouveau dans le documentaire. Ce que tu dis, entre autres, c'est qu'ils vont te dire qu'ils s'arrangent pour que tu restes le plus longtemps possible sur le média. Puis pour certaines personnes, c'est une découverte. Mais c'est un peu ça l'idée. Tu essaies de rendre ton média intéressant. C'était un bon documentaire, mais qui amenait rien de nouveau. C'est juste ça mon point. Mais comment se fait que dans les 12 critiques que j'ai entendues, il n'y en a pas un qui me dit ça? Non, mais on revient à la notion de public. Les gens en ont fait la critique pour la population en général, pas comme toi, tu l'as mentionné tout à l'heure, tu as des enfants, tu as du temps, tu lis les journaux beaucoup. Mais il n'y a pas un peu le fait que ça paraît bien aussi de critiquer les médias sociaux? Je pense que des fois, oui, c'est ça, mais des fois... Oui, ça peut être un biais super intéressant, parce que si tu viens d'un média traditionnel puis tu es pour critiquer Facebook, c'est sûr que inconsciemment, on peut se poser la question bien sincèrement, bien honnêtement, y a-t-il un biais? T'sais? Mais moi, j'étais plus pour apporter des fois l'espèce d'emballement médiatique autour de quelque chose qui fait que la troisième critique, qui en a eu 3 positives, quand on voit les 3 autres positives, elle dit, regarde, je vais pas t'attraper, je vais mettre un +1 moi aussi, parce que je veux pas être le mouton noir qui n'a pas compris cette affaire-là. Fait que tu dis, au bout d'une semaine, tu fais toutes les critiques se lisent peut-être entre elles, puis ça finit que tout le monde donne quoi de positif. Mais c'est la théorie, là, j'ai vu ça dans des émissions de télé, là, mais tu sais, quand quelqu'un dans une salle d'attente se lève, là, finalement, les gens finissent par se lever on finit par imiter les comportements. Peut-être que c'est ça, mais je veux dire, on est subjectif, on n'a pas la science infuse. Là. Moi, il y a sûrement des critiques que j'ai fait que j'avais aucun rapport. Quand ils n'aiment pas, ça se peut que ça soit rendu... Moi, en humour, puis là, je veux pas te défendre, parce que souvent, c'est des humoristes que j'apprécie pas, moi non plus, OK? Mais on sent quand même que dans les médias, des fois, il y a des humoristes qui n'ont pas la cote depuis 1 ou 2 ans, des fois pour des trucs personnels qui leur est arrivé hors scène, puis... Là, les critiques, ils peuvent s'en donner à cœur joie sur celui-là. Ouais. Fait il y a des engouements qu'on ne comprend pas. Il n'est pas bien vu, il n'est pas apprécié, cet humoriste-là. Bang, on rentre dedans. Puis on est comme plus sévère qu'on devrait l'être envers cet humoriste. Mais moi, je me saute à voir quelques fois comme ça. Mais j'ai fait un exercice récemment, avant la pandémie. J'ai fait une chronique sur le web de Radio-Canada qui s'appelait « Droit de réplique ». Puis mon concept, c'était... Des gens qui s'étaient fait planter? Non, pas nécessairement ça, mais c'est que j'explorais le rapport à la critique de la personne. C'est une personne qui lançait son spectacle. Moi, je ramassais toutes les critiques, je me faisais une idée, je me faisais ma critique personnelle. Le lendemain, je rencontrais la personne avec les critiques en main, puis on jasait de ces critiques-là. Puis je partageais aussi ma critique. Puis l'échange, c'était ça. Arrivais-tu à avoir des échanges francs et honnêtes avec ces gens-là? C'est les meilleurs échanges que j'ai jamais eus de ma vie. Parce qu'il y a des fois, l'impression que j'ai de répondre aux critiques, c'est vraiment très mal vu, tu comprends? Oui, mais là, c'était pas répondre aux critiques, c'était plus ta réaction. La réaction, puis on en parlait, puis est-ce que la personne a vu juste? Puis c'était un exercice qui pouvait être douloureux, mais en même temps, j'aimais ça qu'on m'explique les choix. Tu sais, comme par exemple, je l'avais fait avec Rosalie Vaillancourt,
Puis ça a été critiqué, le décor un peu théâtral, puis tout ça. Puis Rosalie m'avait expliqué que son show, il partait en région, qu'elle a un souci de plaire à ce public-là qui est parfois différent puis qui a l'impression d'en avoir pour son argent. Ouais. Quand il y a un décor, quand c'est bouclé, quand À il y a Montréal un aussi, là, pas juste en région, quand il y a un mais concept, ouais. mais elle dit, tu sais, je comprends que des critiques ici aiment moins ça parce que c'est plus urbain. Puis moi, elle dit, je la vois la différence, tu sais. Mais elle me l'expliqué, mais quel échange riche. Puis pourquoi le choix de ce gag-là? Penses-tu au gag avant de penser à ce qui est en arrière, puis à la réflexion, ou la réflexion, puis je vais trouver un gag? Bien, elle, c'était le gag. Après ça, il y avait la réflexion. Ouais. C'était super intéressant. Puis, tu sais, encore une fois, je le mentionne, mais de la faire réagir aux critiques de Dominique Tardif du Devoir, c'est vraiment... Elle était bonne ou pas bonne? Elle était bonne, sa bonne, critique, elle était oui, bonne. oui. Ok, ok. Ben, tu sais, je disais, elle était bonne, mais ce que je pensais comme lui, fait que je serais bien Mais malaisée sur dans le le sens de concept. positif. Oui, Ok, ok. c'était positif, tu sais, puis moi, Mais ça serait j'ai vu la intéressant même d'éviter chose. les critiques. Mettons, les critiques montréalais, tu dis, viens me voir à cette île. Fais ma critique du show dans une salle à cette ouais, île. dans Tu vas une salle peut-être à comprendre une coupe de Ben, décisions. moi, je le fais à Québec, puis je le fais à Trois-Rivières aussi. On m'a dit que Antonio Thompson, c'était un bon baromètre pour les, Ouais. pour le spectacle. Il y a des gens qui disent que c'est un public particulièrement tough, puis que si tu réussis à avoir une bonne réaction à J.A. Thompson, tu vas marcher partout ailleurs au Québec. Je pense que c'est plus vrai tant que ça, personnellement. C'est drôle, ça me mais- fait penser, nous, au Mais c'est une Saguenay, réputation qu'ils ont, ouais. au Saguenay, là, il y avait Vidéotron, puis Ubisoft. Ils venaient faire les tests. Ils venaient faire des tests de technologie au Saguenay. On avait ça dans les années 90 parce que c'était le public le plus moyen du Québec. Ils se disent pas moyen négatif, mais ils disent si ça fonctionne là, ça va fonctionner ailleurs. Ils sont Fait qu'ils implantaient ça. représentatifs. Ils sont représentatifs, genre un peu de tout. Fait que il y a probablement effectivement une ville où ce que ça devrait juste être là qu'on va faire nos tests d'humour. Puis c'est probablement pas Magog, c'est probablement pas le bordel non plus qui est pas représentatif. Moi, je pense un score au bordel. Je pense que tu peux pas roder maintenant juste à une place. Comme Non. avant, tu Ouais. t'installais 2 mois à Magog. Moi, je pense que tu peux plus faire Non, ça. tu peux pas. T'as trop Parce que les t'as jokes de trop bateau vont besoin. être trop drôles, puis le monde ailleurs va comme dire, c'est des jokes de Des bateau. jokes de bateau à Chibougamau. Non, mais est-ce que je change de sujet un peu, mais pas tant que ça. Est-ce que les humoristes réagissent moins bien à la critique en général? Moi, j'ai un peu cette impression-là. En fait, j'ai l'impression que beaucoup de gens réagissent très mal à la critique. La différence, c'est que les humoristes, on est des grands gueules. On a Ouais. les tribunes pour le dire, tu veux Ouais, dire? On a oui, les tribunes ben pour non, mais c'est réagir. ça. Oui, mais je pense que c'est des ça. gens l'ont, mettons, Ouais. sur Facebook, mais tu sais, mettons, une comédienne, un comédien qui se fait planter dans une critique, il prend son trou, il prend pas bien la critique, là, mais il ferme sa gueule, tandis que l'humoriste, il fait un statut Facebook. Et là, t'as tous les fans de vont le l'humoriste rassurer. qui lisent le commentaire. Ouais, c'est du gaslighting, là. Et c'est pas toi qui t'es fait insulter. Ouais, ouais. Oui, tu t'es fait insulter parce que l'humoriste avait fait un statut long de même pour te répondre. Et là, l'armada de fans s'était mis à troller à ta Ben, page. Oui. Puis c'était de l'intimidation pure et simple parce que je veux dire, c'était tordu. Tu sais, ce qui était écrit, c'était toutes des affaires tordues. Genre, je t'ai ouvert la porte de chez moi. OK, ça laisse sous-entendre quoi, ça? Je t'ai ouvert la porte de chez moi. C'était pour une entrevue. Tu sais, c'est tout ça le message qui était plein d'ambiguïté comme ça. Tu puis l'avais trahi. je l'avais trahi, mais ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Il y a une proximité, puis je veux dire, c'est de bon augure que de le dire à la fin d'une entrevue. Tu le sais, je vais te critiquer avec les mêmes outils, avec la même grille. Moi, ce que Ouais. j'avais constaté cette fois-là, puis c'était une critique que j'avais faite à Radio-Canada, c'est qu'en comparant des pommes avec des pommes par rapport au premier show, il n'y avait pas eu d'évolution. Puis aussi, le sacro-saint deuxième degré n'était pas là. Il n'était pas clair. Je m'excuse, mais il était pas clair. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ce que j'avais souligné dans ma critique. Puis c'est fou parce que on est entre adultes, puis s'il y avait eu un questionnement, puis je pense que la plupart des gens le savent, là, mais je veux dire, appelez-moi, on va en discuter, tu sais. Mais je faisais mon travail le plus honnêtement possible. Mais je crois pas que ce soit représentatif des humoristes. Tu sais, Non, c'est une Non, je c'est ne anecdote. une crois pas. Là, on anecdote. Non, mais s'entend, c'est une pour moi, anecdote. ça, c'était un exemple C'est- extrême. mais- Mais j'ai un peu cette impression-là que Ouais. les humoristes, c'est-tu parce que sur scène, tout le show, c'est nous. Là. Tu sais, on peut pas mettre Ben la faute oui. sur Mais l'autre c'est comédien. toi. C'est tout. Fait que, tu sais, quand les L'investissement gens est disent gros prenez pas aussi. personnel, tu peux pas ne pas le prendre personnel vu que Ouais. c'est tout toi. Tu l'as écrit, le show, tu le joues, tu l'as mis Mais en on est scène. pas- tu sais. il y a un petit côté narcissique, puis peut-être il y a Ben, de ça prend l'orgueil un chez ego, les ça humoristes. vous Ouais, prend ça, on a un bon ego, là, de Il faire doit y ça. avoir genre une dizaine de facteurs qui expliquent que ça se peut que les humoristes, on réagisse un peu plus que les autres. Moi, je Ouais. pense que ça serait possible qu'on réagisse un peu plus, mais on s'exprime plus, puis on est plus... Tu sais, un acteur de théâtre qui a des mauvaises critiques,
tu dis que le lendemain... Oublions Facebook un instant, là, mais c'est rare qu'il va y avoir... Une tribune. C'est rare qu'il va y avoir de la radio, des entrevues, des talk shows après. Ils n'ont pas de tribune, ces gens-là. Tandis que nous... Au-delà du nom de notre tribune, c'est qu'on se prononce sur tout, anyway, toujours. Mais on vous demande de vous prononcer sur tout. Les pages Facebook d'humoristes sont beaucoup plus nourries que les pages de comédiens parce qu'on se prononce sur l'actualité ou sur la sociale tout le temps. Aussi on fait des parce jokes. qu'on utilise ça comme un outil pour se promouvoir personnellement. L'acteur n'a pas à se promouvoir non plus personnellement. Rémi Girard sur Facebook, là, c'est tranquille, c'est un moyen temps. Mais cela dit, j'aurais un exemple pour contrebalancer, parce que je veux pas qu'on fasse de généralité, mais PA Méthode, son dernier spectacle, son plus récent spectacle, j'ai aimé ça au tiers, puis le 2 tiers, j'ai trouvé que, c'était pas à la hauteur de son potentiel. Je trouvais qu'il y avait vraiment un problème parce que c'était des anecdotes que je sentais qu'il n'avait pas vécu. Puis c'est ça sa force en lui. Hein. Il faut pas que ce soit... faut pas que tu aies l'impression de il fallait être là. Mais quand il l'a vécu, il l'incarne d'une manière magistrale. Mais le reste du show, j'étais là, il l'a pas... c'est pas comme d'habitude. T'sais. Oui, tu disais c'est pas vraiment arrivé ce qu'il raconte là. Non, je doutais. Puis c'était pas... C'était pas incarné comme il est capable de le faire. Parce que tu t'évalues aussi avec son potentiel. Mm-hmm. Si je vois que le potentiel il est là, je ferai pas une critique pour un potentiel qui est là. Je vais rester dans le cadre de la chose. Mais quand j'ai revu PA par la suite, on s'en est parlé. Il m'a demandé ce que j'avais pensé, puis je dis, je vais être honnête, super ouvert, ouais, c'est vrai que nanana. J'ai peut-être pas raison, là, c'est mon impression, mais super cool, ouvert à en parler. J'ai fait la même chose avec Martin Vachon. Ouais, je l'ai croisé dans un spectacle. J'avais critiqué son show. Tout le monde y ouvre leur porte de chez eux. Tu vas chez tout le monde. Non, j'ai ça aller chez le monde. En plus, il y a des odeurs. Puis, en tout cas, mais, des odeurs, OK. Non, mais c'est spécial quand on rentre chez quelqu'un. Chez Martin, ça doit sentir ça bon. doit être clean. C'est sûr, ça doit être clean. Martin Vachon. Martin Vachon, il sent bon. Tu rentres chez Martin et tu dis, je peux-tu jamais partir d'ici? C'est ça. Je peux prendre une bouteille de ton odeur puis mettre un bouchon pour partir. Mais tu sais, je l'ai fait aussi avec Mariana. Puis tu sais, mais il y a des exemples super positifs, mais je pense aussi qu'on a une meilleure éducation par rapport à l'humour parce qu'on est exposé davantage. Puis là-dessus, les plateformes numériques, ils sont pour beaucoup. Tu sais, ça vous met beaucoup au défi, ça vous force à rester moderne, à vous informer, à vous informer aussi, pas juste de ce qui se fait en humour, mais dans l'actualité, là, on peut plus dire n'importe quoi sur la scène parce que on peut plus dire n'importe quoi non plus dans la vie. À cause de Wikipédia. Non, mais moi, là, quand l'affaire qui me fatigue le plus, c'est quand il y a une espèce de demi-vérité qui est clamée sur la scène, puis que je dis non, c'est pas ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas, non, regarde, je peux te l'expliquer. Des fois, il y a le anything for a laugh, tu sais. Je dis de quoi dans ma prémisse, mais ce que je dis, c'est pas tout à fait vrai, mais vu que ça m'aide dans mon gag, je vais dire ça. C'est ça. Ça, des fois, on le remarque. Je comprends pas pourquoi telle affaire, puis t'as le goût de faire comme, moi, te l'expliquer. Mais c'est de faire un gag. C'est pas si compliqué. Moi aussi, je me fais des fois cette réflexion-là. Tu fais, ben voyons, c'est simple, c'est ça, la réponse. Mais ça, on a tous dans nos shows des moments comme ça, même si on se pense à faire de l'humour un peu plus élevé. Je veux dire, moi, c'est sûr qu'il y a un médecin, je sais pas, un astrologue, n'importe quoi, un astronome plutôt, qui regarde mon show et fait comme, m'a tout expliqué, là, tu comprends rien, là, mais c'est simple. Mais moi, j'ai une question pour vous. Je vais vous lancer une question parce que, par rapport à la critique, parce qu'il y a 2 écoles de pensée que je sens, que je vois chez les gens. Moi, j'ai mon opinion, mais j'aimerais vous entendre là-dessus. Est-ce que les critiques ont une influence sur la réussite d'un show, sur la carrière, sur la perception d'un show? Est-ce que les critiques ont encore de l'influence ou en ont peut-être jamais eu ou en ont déjà eu, mais selon vous? Moi, je pense qu'ils en ont moins qu'avant parce que maintenant, tout le monde s'exprime sur un show. Je te donne un exemple. Quand, mettons, Mariana Mazza a sorti son premier show, juste sur ma page Facebook, les amis des gens qui me disaient « Je sors du show de Mariana Mazza, super soirée. » Puis là, j'avais lu aucune critique, puis je me disais « Ah, ça a l'air d'avoir été un gros hit. » Et là, le lendemain, ou le lendemain, peut-être pas le lendemain, mais un autre show d'humoriste, personne parlait du show. Ça n'a pas été viral. Où les gens disaient, où les gens mettaient une photo. Je suis à la première de François. Je dis François, évidemment, j'ai inventé un nom. Là, j'ai pas dit. Je veux pas qu'on pense que je parle de quelqu'un en particulier. J'ai dit le nom comme ça. Le problème, c'est qu'il y a trop d'humoristes qui s'appellent François. Fait que forcément, on pense que je parle de quelqu'un. Mais bref, tu sais, des gens disent, j'ai vu ce show-là. Tu voulais dire François Bouguingo.
Ouais, c'est ça, Booking Go. Lui, on a le droit de bâcher dessus. Mais tu sais, puis juste en lisant les commentaires des gens, tu disais, bon, fait qu'on aurait j'ai pas plusieurs besoin, sources maintenant. j'ai pas besoin vraiment de voir de critiques à ce moment-là. Puis si la critique est dévastatrice, mais que ton fil Facebook, c'est juste du monde qui dit « Ah, c'est une belle soirée », tu fais, bon, tu sais, fait que la critique, je dis pas qu'elle a pas raison, mais elle a moins d'influence qu'avant. Elle est plus, mais elle à cause des médias sociaux. Non, mais les spectacles d'humour évoluent, la manière de les percevoir évolue, notre manière de faire de l'humour évolue, donc la critique aussi, elle évolue, puis je pense qu'elle est plus élaborée, puis je reviens encore avec... Tu sais, je pourrais parler aussi de Stéphanie Vallée, là, qui faisait des critiques super élaborées, puis Marie-Josée Roy aussi au Journal de Montréal. On a plusieurs bonnes personnes. Oui. Mais tu sais, je reprends encore l'exemple de Dominique Tardif. C'est vraiment... tu sais, lui, il n'est pas sur le deadline à 11 h, là. Des fois, c'est 2-3 jours après qu'il va avoir la critique. Puis je trouve... Savez-vous, moi, je trouve ça super correct parce que c'est vraiment élaboré. Il va chercher des exemples, il va comparer. Puis je pense que c'est comme ça que la critique évolue. Donc, elle a son importance, mais différente. Oui, mais est-ce que ça a de l'influence, une bonne critique ou une mauvaise critique de Dominique Tardif? Je pense que oui. Ça dépend du journal, ça dépend du public que tu vises. Si tu écris dans Le Devoir puis que ton humour s'adresse plus à des gens qui ne lisent pas tant Le Devoir, tu comprends? Oui, c'est sûr que... Le reach des articles... Mais moi, tu sais, il y a le reach, ou du moins la portée des articles, mais il y a... ce que ça te fait personnellement. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça fait à la personne qui la lit? Est-ce que ça marque? Moi, je me demande... Tu sais, moi, j'ai tendance à penser que ça va pas changer beaucoup la vente de billets. Moi, je pense qu'on surévalue. On exagère. Je pense pas que ça va changer la vente de billets, mais ça va changer l'aura d'un artiste. Ça peut amener d'autres contrats, ça peut t'amener à animer un show à la télé parce que tu as des bonnes critiques depuis 4-5 ans de tes projets. Je pense que ça aide à bâtir la réputation d'un artiste. Moi, j'ai un bon exemple. Tu sais, Simon Gouache, qui a été littéralement traumatisé par une critique. Ça l'a breaké, lui, à un moment donné, dans sa carrière. Puis, tu sais, à savoir aujourd'hui, moi, je le trouve excellent, là, Simon, puis je trouve qu'il travaille bien, puis il bouge bien. Tu sais, il bouge juste au bon moment sur la scène. C'est un vrai bon stand-up. Et il reçoit d'excellentes critiques pour ses numéros de gala et son show aussi a reçu d'excellentes critiques. Oui. Puis, mais est-ce qu'il serait bon comme ça s'il n'y avait pas eu ce traumatisme-là? On ne sait pas parce qu'on est fait de toutes nos expériences, tu sais. Oui, c'est dur d'évaluer l'importance. C'est dur d'évaluer. Ça l'avait vraiment traumatisé. Mais au-delà de comment lui, il l'a vécu, pendant plusieurs années, parce qu'il n'y avait pas eu beaucoup d'autres textes sur lui et beaucoup de couverture médiatique. C'est toujours ça qui sortait. Pendant plusieurs années, quand tu tapais Simon Gouache dans Google, le premier article que tu voyais, c'est « Peut faire mieux » et « Mauvaise critique ». Fait que, oui, il a peut-être fait un projet ordinaire. Je veux pas juger la qualité ou pas de ce projet-là à ce moment-là, mais 3 ans après, quand tu faisais une recherche sur lui, c'est encore ça que tu voyais. Ça, c'est une solide influence, là. Oui, c'est ça. C'est avant son site web. Ça sortait avant son site web. mais tu vois, regarde, ça évolue. Fait que ça influence d'une autre manière, mais si lui, en cherchant sur les réseaux sociaux, il fait ça. Puis, tu sais, en plus, tu sais, moi, il m'avait raconté... Là, tape Julien Lacroix en ce moment dans Google, là. Tu vas être surpris, là. Les mauvaises critiques. Ça se peut que dans 5 ans, ça soit encore la première chose qui sorte, la même chose qu'aujourd'hui. Là. Encore, c'est mauvaises critiques. 2 étoiles et demie sur sa performance, sur sa vie. Sur scène, excellent. Sur sa vie, peut faire mieux. Justement, parlons Julien Lacroix. Peut-on dissocier l'humoriste de l'œuvre? Non, c'est pas vrai, je veux pas partir là-dedans, pas en tout. Mais je veux vous remercier d'avoir accepté l'invitation du podcast aujourd'hui. Ça fait plaisir. C'est vraiment très intéressant. Puis c'est le fun de finir un podcast. Enfin, c'est le fun et pas le fun de finir un podcast en se disant... Il me semble qu'on aurait pu faire une autre heure encore là-dessus. Tu sais, je me mets des notes, puis je me dis, Colin, j'ai pas pu parler de ça. Colin, j'avais... Mais pour vrai, vraiment, super intéressant. Merci beaucoup. Avant de se quitter, on fait généralement les petites plugs. On peut vous suivre. Tiens, commençons. Pascal, on peut t'entendre à la radio. Oui, je suis toujours tout l'été à l'antenne de Bien Entendu sur Ici Première avec Stéphane Bureau. Donc, je participe à la tablée culturelle. Je fais la chronique Culture Pop. Donc, c'est à 10h jusqu'à 11h30 avec Fred Lambert, Georges Privet, Hélène Faradji, Simon qui fait les bières. Donc, c'est là. Sinon, c'est sur Instagram. Je suis sur Instagram. Et j'ai Pascal surtout... Lévesque, Kardashian. Oui, parce que j'ai 2 chiens, et c'est des chiennes, et je les appelle les Kardashians. Et surtout, mon livre, La route du fromage en grains,
un guide qui fait squick. Quel est le meilleur fromage en grains, Pascal? C'est celui qu'on mange frais à la fromagerie. Alors, tu vas être obligé... direct sur place. Oui, en direct sur place. C'est super bon pour les humoristes, ça, parce que vous parcourez tout le Québec, même l'Est ontarien. Donc, vous allez partout. Fromagerie Saint-Albert, Fromagerie Gasper à Landrienne. Vous allez au Basque. Le maire à Drummondville, il est sur le bord de la 20. Quand je roule sur le bord de la 20 puis que je sais que c'est encore ouvert, ben je reviens pas après un show, mettons, à minuit, là, tu sais. J'arrête tout le temps. Ben, pas tout le temps, mais souvent, parce que c'est sur le bord. Et moi en étant ton du sac de Saguenay, fromage en crotte puis tu t'en vas chez vous. J'ai l'impression qu'au Saguenay, ça fait longtemps qu'on mange du fromage en crotte avant le reste du Québec, ou du moins avant qu'on en parle médiatiquement comme ça. Oui, il y avait le centre du Québec, il y avait vous. Moi, j'ai été élevé avec du fromage en crotte. Fait que lequel tu mangeais quand t'étais petit? Ben nous, c'est Boivin ou ben... c'est le classique, Boivin. Il y a Saint-Laurent, Boivin. C'est les deux gros. Puis ben Perron aussi, mais Perron... il est plus fancy parce que Perron, il y a le fromage vieilli que la reine mangeait en Angleterre. Ben oui. Hein? C'est ça. Okay. Oh oui, le Saguenay a une belle histoire de fromage. On s'est mis à faire du cheddar. On fera un épisode juste sur le fromage en grains. On a nourri la reine avec notre cheddar. Je sais pas si c'est Perron, mais je pense qu'il y en a un qui a mis du fromage dans le c'est Boivin. C'est Boivin qui avait mis une meule de fromage dans le Saguenay, dans le fond du Saguenay, pour le faire vieillir là, mais ils l'ont jamais retrouvé. Ils l'ont pas qu'à se retourner pour le voir, il était plus à la même place. C'est possible que ça se soit décomposé. Mais j'ose croire qu'ils l'ont mis d'un Tupperware, là, qu'ils l'ont pas juste... mais sinon, il y a un requin. Pas à ce moment-là dans le fond de l'eau, mais anyway. Parenthèse fromage en crotte, on va closer le sujet du fromage en crotte. Je pense que c'est la première pièce de Pierre-Michel Tremblay. Tu connais? Je le connais, mais de nom. Non, pas à mon ami. À l'école. C'était un de mes profs à l'école de l'humour. Je ne savais pas, mais il avait écrit une pièce à Jonquière qui s'appelait La fabuleuse histoire du fromage en crotte. Donc, avec la fabuleuse histoire du royaume, ça devait être C'était un clin d'œil, évidemment, la fabuleuse histoire d'un royaume. C'était la fabuleuse histoire du fromage en crotte. C'était avec Bernard Vandal, qui était un ancien membre du groupe Sanguin. Bref, moi, j'avais beaucoup aimé. On peut te suivre, évidemment, sur tous les réseaux sociaux possibles. Tu danses sur TikTok, tout ça. Non, mais moi, je suis Twitter et Facebook. Puis sur Instagram, des fois, mes meilleurs gags, je les mets là. Mais Facebook et Twitter, je suis beaucoup trop présent là-dessus. Sinon, il y a mon podcast qui s'appelle L'Actualité, que je continue tout l'été. Chaque semaine, je jase d'actualité avec deux invités, puis je fais ma petite revue d'actualité au début. C'est sur Patreon. Moi, c'est pas libre de droit. Tout le monde ne peut pas écouter les épisodes au complet. Je mets des extraits sur les réseaux sociaux de quelques minutes, mais j'invite les gens à s'abonner sur l'actualité. J'ai de la misère à dire le nom de mon podcast. Ça part mal. L'actualité.ca. Genre, je me suis fait un petit site, fait que vous pouvez tout avoir les informations. Sinon, juste rappeler, j'ai une série à Savoir Média qui s'appelle Louis T veut savoir, une série docu en fait de 6 épisodes de 30 minutes sur des sujets super intéressants qu'on a fait. On peut trouver où? Savoir Média. Savoir.média, c'est le site web de... On a comme le canal Savoir en tête, là, mais ils ont comme... ils se sont vraiment mis à jour dans les dernières années, puis c'est beaucoup plus moderne. Leur site web est vraiment bien fait. C'est la version Laurent Paquin, pas la version Martin Matt. C'est meilleur que leur ancien site. Mais non, allez sur Savoir Média, vous allez trouver facilement. Merci beaucoup, Louis T. Merci, Pascal Lévesque. Merci. Puis on se reprend dans un autre setup Prémisse Punch.